Votre venue, merci de votre fidélité. Alors bien évidemment, je ne présente pas Luc qui coordonne avec moi-même et avec Philippe Hoffman ce séminaire, mais peut-être vais-je dire deux courts mots d'introduction sur Porphyre, moins connu que vous, finalement. Moins connu que vous. Porphyre, effectivement, nous n'en avons guère parlé jusqu'à maintenant, sans doute parce que son rôle dans la constitution des notions fondamentales du néoplatonisme, je vous rappelle que c'était le thème de l'année dernière, est moins important que son rôle dans la transmission et dans la circulation. Et effectivement, le thème de cette année est plus propice à ce genre d'études. Il est vrai aussi que l'historiographie contemporaine sur Porphyre a singulièrement modifié l'image qu'on pouvait en avoir. Il y a quelques générations, Porphyre apparaissait comme un architecte, et aujourd'hui on en a fait un pontonnier, l'architecte des Énéades, effectivement, le grand constructeur, au risque effectivement de lui donner une dimension plus dogmatique certainement qu'il ne l'avait. Et aujourd'hui, on a un peu cassé ce jouet des Énéades, avec la succession chronologique des traités. On a cassé le jouet des Énéades, mais on insiste de plus en plus sur son rôle de pont, de transmetteur entre le moyen platonisme, si ce terme a un certain sens, et le néoplatonisme d'une part, et puis entre le néoplatonisme et la tradition chrétienne. Alors, ce changement de perspective ne va pas non plus sans paradoxe. En tant qu'architecte des Énéades, il faut rappeler qu'il revient à Porphyre d'avoir fait du traité neuf, du traité qui affirme clairement la différence théologique, la pierre de fête de la construction plotinienne. C'est à lui d'avoir clairement signifié en quelque sorte le sens du platonisme à travers la différence théologique. Et puis aujourd'hui, on aurait plutôt tendance effectivement à le rapporter vers des traditions antérieures, je parlais du moyen platonisme, voire à lui attribuer, je pense à ce fameux texte dit l'anonyme de Turin, à lui attribuer un commentaire au Parménide, où la question de la différence énologique disparaît, puisque cet un est assimilé à l'être dans ce commentaire, et l'être lui-même à l'acte pur, energei kataron. Donc vous voyez un auteur extrêmement problématique, dont les perspectives se sont modifiées en quelques dizaines d'années, et Luc est certainement le mieux à même pour nous expliquer toutes ces questions et tous ces enjeux. Nous vous écoutons, Luc. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer justement de vous présenter ce personnage très très complexe qui est Porphyre, et que je considère comme le commis voyageur du néoplatonisme, un peu comme Paul était le commis voyageur du christianisme. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès au niveau de la communication pour transmettre la philosophie de Plotin et le néoplatonisme, d'une part dans le monde grec, mais aussi dans le monde latin, et par conséquent dans le christianisme et dans le monde arabe aussi. Je vous renvoie sur tout cela dans ce que je considère comme la meilleure présentation du personnage et de son œuvre au dictionnaire des philosophes antiques édité par Richard Goulet. Donc c'est le tome 5 qui a été publié en 2012 et sous l'entrée Porphyre, c'est de la page 1289 à 1468. Donc ça fait pratiquement 200 pages et on a là une bibliographie pratiquement complète jusqu'en 2012. Ça a été fait par différents auteurs. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est si rigoureux et si bien présenté.
Donc je pense que l'autre notice remarquable dans le dictionnaire de Richard, c'est le Proclus, qui a été fait par Second et Luna, et Concetta Luna. Mais là, le Porphyre, quand même, vous avez beaucoup, enfin, l'essentiel de l'information concernant Porphyre. Je vous ai fait distribuer un exemplaire. Donc sur la première page, vous avez une chronologie que je vais expliquer en les rapportant à des textes de la vie de Plotin qui ne sont pas lus habituellement. Ensuite, vous avez une courte bibliographie, mais pour une bibliographie complète et rigoureuse, je vous renvoie à Richard. Là, vous avez pratiquement tout. Ici, c'est un choix. Donc, ça, c'est la première page. Et pages 2 et 3, c'est les textes concernant Porphyre et le contexte dans lequel il évolue. Et sur la 4e page, vous avez donc la table des matières du recueil de fragments par Smith, recueil des fragments de Porphyre, et il vous donne une bonne idée, fait sur 3 pages, il vous donne une bonne idée de la production de Porphyre sur différents sujets. Je ne vais pas m'y attarder, mais ça peut être intéressant pour vous. Donc, je commence donc cet exposé. Ma stratégie, c'est d'abord de parler du personnage et de son contexte. Et dans un deuxième moment, je parlerai essentiellement de son œuvre, que je mets entre guillemets. Donc, je commence par le personnage et son contexte. Je voudrais donc commencer par insister sur le fait, et vous allez voir que ça correspond tout à fait à la réalité telle qu'elle est décrite dans la vie de Plotin. Je vais commencer par relier Porphyre au moyen platonisme. Donc, comme j'ai essayé de vous le dire, donc après, donc avec Antiochus d'Ascalon et tous les problèmes qui se sont posés à l'école platonicienne, à l'académie, l'académie disparaît d'Athènes et elle va essaimer tout le tour de la Méditerranée. Et donc, comme vous allez le voir, les gens dont je parle ne sont pas d'Athènes, mais sont d'Égypte et de Syrie essentiellement. Et donc, ça c'est la première chose. L'académie, enfin, l'école platonicienne n'a plus son lieu privilégié à Athènes. Et deuxième chose, Platon, chez les médio-platoniciens, est associé à Pythagore. Et donc, quand on parle de Platon, on parle de Pythagore. Et donc, je vous relis un texte que vous avez lu quand j'ai présenté le médio-platonisme. C'est un fragment de Numénius, le fragment 24, Numénius qui était d'Apamée. Et donc, Apamée qui est à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Hama, en Syrie. Et donc voilà ce qu'on trouve dans ce fragment 24, qui est une critique de la nouvelle académie. D'ailleurs, sur les autres points, en éliminant certaines idées et en torturant d'autres, les membres de la nouvelle académie ne s'enterrent pas à l'héritage primitif, c'est-à-dire celui de Platon. Partant de là, ils ne tardèrent pas, plus ou moins vite, à se diviser de propos délibérés ou, à leur insu, parfois même pour une autre raison peut-être non dénuée d'ambition. Platon, lui, pythagorisait. C'est le texte que vous avez au début de la page 2. Platon, lui, pythagorisait. Pythagorizen. Il savait bien
que Socrate n'avait pas eu d'autres sources pour tenir ce même propos et qu'il avait parlé en connaissance de cause. Bien avant eux, les disciples de Socrate s'étaient retrouvés dans la même situation en donnant des discours de ce dernier, des interprétations différentes. D'un côté Aristippe, d'un autre Antisthène, d'un autre les chants de Mégare et ceux d'Érythrée, et d'autres encore avec eux. Voici la cause de ce désaccord. Alors que Socrate posait qu'il y avait trois dieux, c'est un renvoi, une référence à la lettre 2 de Platon, la lettre attribuée à Platon, pardon, elle n'est pas de Platon, et en tirait un enseignement philosophique en suivant l'ordre qui convient, ses auditeurs ne comprenaient pas et pensaient qu'il disait tout cela au petit bonheur et qu'au vent de la fortune qui apporte la victoire, il allait tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, au gré du vent. Donc c'est dans ce cadre que se situe Porphyre. Porphyre qui est le disciple d'abord de Longin. Longin, ça n'est pas celui ça n'est pas l'auteur du traité sur le sublime. Le traité sur le sublime a été attribué à Longin parce que la première page du manuscrit est abîmée et qu'on a cru voir le nom de Longin apparaître, mais l'auteur du traité sur le sublime n'est pas Cassius Longin. Cassius Longin, c'est quelqu'un qui est né en Syrie, à Émès, Homs maintenant, et donc il est né au début aux alentours de 200 de notre ère. Et donc Longin est d'abord un orateur, parce qu'il était de la famille de l'orateur Fronton, très connu à l'époque, mais c'est quelqu'un qui s'intéressait à la philosophie et qui, comme on va le voir, va être un condisciple de Longin à Alexandrie, chez Ammonius. Dit Sakas, encore une fois, je n'aime pas utiliser ce qualificatif parce qu'on ne sait pas ce que ça signifie et très probablement c'est une faute de la Souda, la fameuse encyclopédie byzantine du XIe siècle. Donc, naissance de Longin à Homs aux alentours de 200. Quelques années plus tard, naissance de Plotin à Lycopolis, c'est maintenant Assiout, en Haute-Égypte, Assiout sur le Nil, il y a des écluses maintenant là. Et donc, Plotin naît en 205 à Lycopolis, en Égypte, et donc entre 232 et 243, pendant 11 ans, Plotin va se trouver chez Ammonius dans son école à Alexandrie. Et il va s'y retrouver avec d'autres personnages que j'avais nommés, qui sont nommés, je veux dire, dans le chapitre 3 de la vie de Plotin que je vais vous lire, là, qui est sur le deuxième texte, sur la deuxième page. Et donc, chez Ammonius, Plotin va être condisciple de Longin. Donc je vous lis le chapitre 3 parce que je pense qu'il est très intéressant pour comprendre la suite. Alors que Plotin était dans sa 28e année, il se lança dans la philosophie et mis en relation avec les célébrités d'alors à Alexandrie. Il sortait de leur cours abattu et plein de tristesse, si bien qu'il confia à l'un de ses amis ce qu'il éprouvait. Donc je vous lis le chapitre 3 de la vie de Plotin, qui est le deuxième texte sur la deuxième page. Ce dernier, qui avait compris ce que souhaitait son âme, amena Plotin chez Ammonius, dont il n'avait pas encore suivi l'enseignement. Plotin se rendit chez Ammonius, l'écouta et dit à son compagnon, « C'est lui que je cherchais. » De ce jour, il resta sans interruption auprès d'Ammonius, et il acquit une si bonne formation en philosophie qu'il chercha à s'initier à la philosophie pratiquée chez les Perses et à celle qui était en honneur chez les Indiens. Ça aussi, c'est très intéressant parce qu'à l'époque, dans l'Empire romain, il était très chic de s'informer de la philosophie en pratique
pratiquée chez les Perses et chez les Indiens. Lorsque l'empereur Gordien partit en campagne, Gordien c'est un empereur qui n'a pas régné très très longtemps, qui a régné de 238 à 244, et c'était une famille qui avait maté une rébellion en Tunisie et en Libye. Donc c'est des gens qui sont d'Afrique du Nord. Et donc, encore une fois, je pense que c'est très important d'insister sur le sujet. Donc, lorsque l'empereur Gordien partit en campagne contre les Perses, il se fit admettre, Plotin se fit admettre dans sa suite et fit route avec elle. Il était déjà dans sa 39e année, car il avait passé en tout 11 ans à suivre l'enseignement d'Ammonius. Mais quand Gordien trouva la mort en Mésopotamie, on ne sait pas s'il a été tué au combat ou s'il a été assassiné. Je pense plutôt qu'il a été assassiné, puisque Plotin est obligé de fuir. Mais quand Gordien trouva la mort en Mésopotamie, Plotin, non sans peine, réussit à s'enfuir et trouva refuge en Antioche. Puis lorsque c'est Philippe dit, l'Arabe, qui a été un très bon empereur d'ailleurs, de 244 à 249. Lorsque Philippe devint empereur, Plotin, alors âgé de 40 ans, vint à Rome. Irénius, Origène et Plotin. Irénius et Origène, on ne sait pas si c'est l'Origène chrétien. Il y a un très bon article de Richard Goulet sur le sujet. Moi, j'hésite beaucoup à penser que c'est le chrétien. Encore une fois, je laisse ça ouvert. Lorsque, donc, il vint à Rome, Irénius et Origène et Plotin s'étaient interdits par un pacte de ne révéler aucune des doctrines qu'Ammonius leur avait exposées dans ses cours. Comme les autres, Plotin tint parole. Il donnait bien des cours à ceux qui se présentaient, mais il gardait secrètes les doctrines qui venaient d'Ammonius. Irénius le premier rompit le pacte, puis Origène suivit ses traces. Pourtant ce dernier n'écrivit rien à l'exception du traité sur les démons, et pour Galien, que le roi seul est poète. C'était probablement un truc, un discours pour flatter Gordien, parce que suivant la lettre 2, le Basileus, le deuxième Basileus, c'est le démiurge, donc, qui est un poète. Et Galien pensait qu'il était très fort en poésie. Plotin, lui, resta longtemps sans rien écrire, même si dans ses cours, il s'inspirait de l'enseignement d'Ammonius. Ainsi continua-t-il pendant 10 ans en tout à donner un enseignement à certains sans rien écrire. Parce que Plotin exhortait ses auditeurs à le suivre dans sa recherche, le cours était plein de désordre et de discussions superflues, comme Amélius nous l'a raconté. Amélius, en effet, se mit à fréquenter Plotin la 3e année du séjour de ce dernier à Rome, dans la 3e année du règne de Philippe l'Arabe, et comme il resta jusqu'à la 1re année du règne de Claude, c'est Claude Legault, donc Claude Legault, lui, il a régné de 266 à 270. Il suivit son enseignement pendant un total de 24 années. Ça, c'est Amélius. Lorsqu'il se mit à fréquenter Plotin, Amélius possédait une formation qui lui venait de l'enseignement de Lysimaque. Lysimaque est un stoïcien. Par son acharnement au travail, il surpassait tous ses condisciples. Il était allé jusqu'à recopier presque tous les ouvrages de Numenius, à en faire des résumés et à apprendre par cœur la plupart d'entre eux. Il avait rédigé, à partir des cours de Plotin, des notes qu'il avait réunies en une centaine de livres, je crois, dont il fit cadeau à Hostilianus Hesychius d'Apamin, son fils adoptif. Donc Amélius va se rendre à Apamin à la mort de Plotin. Donc, si je vous ai lu ce long texte, c'est pour vous faire apparaître plusieurs choses. Donc, premièrement, que Plotin se trouve, suit les cours d'Ammonius à la même époque que Longin. Et donc, leur évolution philosophique sera très différente, mais enfin, peu importe. Deuxièmement, que
Ammonius avait une pratique qui était une pratique pythagoricienne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donnait des cours sans rien écrire et qui faisait promettre à ses disciples de ne pas révéler son enseignement. Troisième chose, Amilius, qui était lui quelqu'un qui venait d'Italie, c'était plutôt quelqu'un qui venait de la région de Florence, un Étrusque. Et donc Amilius était un admirateur de Numenius, donc, dont vous avez lu le texte au point de départ. Numenius, qui est un philosophe néo-pythagoricien, qui est obsédé par Pythagore. Donc, l'influence de Pythagore dans l'école de Plotin est absolument déterminante. Et on va le voir par la suite. Donc, comme on le verra, donc, la naissance de Porphyre se situe en 232-233. Donc, pendant que Plotin est chez Ammonius. Donc, en 244, Plotin accompagne l'empereur dans sa guerre contre les Perses. Et donc, après l'assassinat de l'empereur, Plotin s'enfuit à Rome et ouvre une école. Il réunit des disciples, donc en 246, dont Amilius est donc l'un des disciples prédominants, et donc on peut considérer qu'Amilius est l'assistant de Plotin. Et donc Plotin, comme son maître Ammonius, continue de donner un enseignement oral jusqu'en 254. Jusqu'en 254, il n'écrit pas. Donc, et en revanche, à partir de 254 jusqu'à l'arrivée de Porphyre à l'école, Plotin a écrit 21 traités. Donc je vous lis un deuxième texte concernant un deuxième texte, la vie de Plotin, concernant justement la pratique de Plotin dans ses cours. De Longchamp, parce que Porphyre, dans sa vie de Plotin, cite une préface de Longchamp où Longchamp parle de Plotin. Donc c'est le deuxième texte sur votre deuxième texte. De Longchamp, il faut encore citer ce que dans son traité, il écrivit sur Plotin, Amilius et les philosophes de son époque, pour faire connaître dans son intégralité le jugement que portait sur eux un critique si réputé et si sévère. Ce livre de Longchamp est dédié à Plotin et à Chantilianus Amilius, et il a pour titre « Sur la fin ». En voici la préface. C'est une citation de Porphyre. Parmi les nombreux philosophes, mon frère Marcellus, qui ont vécu à mon époque, et tout particulièrement dans les premières années de ma vie, on ne saurait dire combien les philosophes sont devenus rares à présent, tandis que quand j'étais encore un adolescent, ils n'étaient pas peu nombreux, ceux qui présidaient au discours de la philosophie, eux qu'il m'a été donné de connaître, tous grâce au séjour que, depuis mon enfance, j'ai fait en bien des endroits avec mes parents, et que, pour ceux qui étaient encore en vie, je fréquentais, en me rendant pour cette même raison, en un grand nombre de pays et de cités. Parmi ces philosophes, donc, les uns entreprirent d'exposer par écrit leurs opinions pour permettre à ceux qui viendraient après eux d'en tirer profit, tandis que les autres estimaient qu'il leur suffisait de faire progresser leur auditeur dans la compréhension de leur doctrine. Dans le second groupe, on trouve les platoniciens, Ammonius et Origène, donc les condisciples de Plotin Ammonius et Origène, donc son maître et son condisciple, auprès desquels j'ai étudié le plus longtemps des hommes qui l'emportaient de beaucoup sur leurs contemporains en pénétration. Donc, dans le premier texte, c'est Plotin chez Aminius, et dans le second texte, c'est Longchamp chez Ammonius.
Donc, je passe au troisième texte de la deuxième page, où là, on voit arriver Porphyre à l'école de Plotin. Et immédiatement, il va y avoir un problème qui va se poser, et un problème qui est est un excellent exemple de la confrontation entre le médio-platonisme et le néo-platonisme. Donc, c'est le dernier texte de la page 2, c'est dans le chapitre 4. Donc, Porphyre arrive chez Plotin en 263 et il va le quitter en 268. Donc, il ne reste pas longtemps. Et voilà ce que nous dit Porphyre. Dans la 10e année du règne de Galien, donc Galien, lui, Galien a régné de 260 à 268, mais il était empereur avec son père Valérien depuis 253. Donc la décennie de Galien, c'était en 263. Donc, cela dit, Galien s'était mal comporté à l'égard de son père parce qu'il l'avait laissé prisonnier des Perses et il a pris sa place comme empereur donc en 260. Donc, dans la 10e année du règne de Galien, moi, Porphyre, qui, en compagnie d'Antoine de Rhodes, on ne connaît pas ce personnage, arrivait de Grèce, c'est-à-dire d'Athènes, où enseignait Longin, puisque Porphyre était à l'école de Longin. Et donc Longin, dans une partie de la journée, enseignait la rhétorique et dans l'autre partie, enseignait la philosophie. Je rencontrai Amélius. Bien qu'il en fût à sa 18e année dans l'école de Plotin, il n'avait encore rien osé écrire, si ce n'est ses notes de cours, réunies en des livres dont le nombre n'avait pas encore atteint la centaine. Plotin, lui, dans la 10e année du règne de Galien, avait environ 59 ans. Moi, Porphyre, quand, pour la première fois, je fus admis à suivre ses cours, j'avais alors 30 ans. En fait, c'est à partir de la première année du règne de Galien que Plotin s'était mis à écrire sur les sujets qui se présentaient. Vous voyez, donc, Plotin a commencé pendant une dizaine d'années à donner des cours sans rien écrire. Donc c'est la première année du règne de Galien, donc si on regarde, donc c'est la première année du règne de Galien que pour la première fois, en fait, c'est à partir de la première année du règne de Galien que Plotin s'était mis à écrire sur les sujets qui se présentaient, et la 10e année du règne de Galien, quand pour la première fois je fus admis à le fréquenter, je découvris qu'il avait écrit 21 livres, dont je le constate, la communication était réservée à un petit nombre. La communication, en effet, n'en était pas encore facile. Elle ne se faisait pas dans un climat de confiance, avec simplicité et facilité, mais une fois soigneusement choisis ceux qui les recevaient. Voici la liste de ces écrits qui, parce que Plotin ne leur avait pas donné de titre, en recevait un différent pour chaque lecteur. Donc, encore une fois, on a une preuve de l'atmosphère pythagoricienne de l'école de Plotin. Plotin, pendant une dizaine d'années, se refuse à écrire, et ensuite, il écrit, mais ses livres sont réservés à des disciples confirmés. Et donc on se trouve dans une atmosphère de secret pythagoricien. Donc au chapitre 18, Porphyre nous décrit son arrivée chez Plotin et la première polémique. Et donc c'est très intéressant par ailleurs. Donc c'est le premier texte de la page 3. Dans ses cours, Plotin donnait l'impression de converser et il ne se pressait pas pour dévoiler à ses auditeurs l'enchaînement des raisonnements contraignants qui étaient à la base de son discours.
C'est bien une impression semblable que moi, Porphyre, j'eus quand je commençais à suivre ses cours. C'est ce qui explique que j'écrivis une réfutation où je m'opposais à lui en tentant de montrer que l'intelligible subsiste hors de l'intellect. Il en fit donner lecture par Amélius, et la lecture terminée, Plotin dit en souriant, « C'est toi, Amélius, qui devrais résoudre les difficultés dans lesquelles il est tombé, parce qu'il ne comprend pas notre position. » Après qu'Amélius eut écrit un livre qui n'était pas court, contre les difficultés soulevées par Porphyre, et qu'à mon tour, je répondis par un écrit, et après qu'Amélius eut encore répondu à cette réfutation, moi, Porphyre, après avoir dans un troisième temps compris non sans difficulté ce qui en était, je changeai d'avis et j'écrivis une rétractation que je lus durant le cours. C'est à partir de ce moment que, me faisant confiance, on me donna accès au livre de Plotin. J'amenai le maître à mettre beaucoup de soin, à marquer nettement les articulations de ses doctrines et à les développer par écrit.